Merci de suivre Ailleurs dans le monde. Le monde entier a découvert le coronavirus l'année dernière, au début du mois de décembre. Cette maladie d'origine animale, une nouvelle forme de syndrome respiratoire, est apparue sur un marché à Wuhan, en Chine. L'épidémie se propage à travers le monde après avoir passé les frontières de la Chine, considérée comme le berceau du virus. Le bilan actuel s'élève à près de 95 000 personnes contaminées avec 3 245 cas mortels dans 81 pays et territoires. Que sait-on exactement du coronavirus baptisé Covid-19? Comment les pays s'organisent-ils pour lutter contre cette épidémie? Quels sont les risques pour le continent africain? Ce sont à ces questions que veut répondre Dr Daouda Coulibaly, épidémiologiste, sous-directeur à l'Institut national d'hygiène publique, et Dr Lini Keznebin, sociologue. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour madame. Et bienvenue. Merci. Merci. Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à une pathologie beaucoup plus sévère comme le SRAS. Et le virus identifié en Chine ces derniers jours a été rebaptisé Covid-19 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Docteur Coulibaly, pouvez-vous définir le coronavirus Covid-19? Merci. La maladie à coronavirus, appelée Covid-19, est une maladie émergente. Émergente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une nouvelle maladie qui vient d'apparaître. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas par le passé. C'est une maladie contagieuse. C'est justement pour ça qu'elle occasionne des épidémies. Mais c'est surtout une maladie qui a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une maladie qui a un risque réel de propagation dans plusieurs pays dans le monde et qui nécessite surtout une réaction internationale coordonnée. Et je dirais enfin que c'est une maladie qui a un impact socio-économique considérable. Alors, cette pathologie, comment pouvez-vous la décrire? Ce sont des problèmes d'ordre respiratoire, si on a compris? Oui, c'est une maladie qui est due à un virus. Donc c'est une pneumonie virale, c'est une maladie qui se contracte par voie respiratoire. À travers l'atout, les éternuements, on peut contracter cette maladie-là. Et très rapidement, en attendant de trouver un remède, avec quoi peut-on se soigner actuellement? On peut guérir de cette maladie. Lorsqu'on a le Covid-19, on n'est pas condamné à mourir. Les derniers chiffres indiquent qu'il y a plus de 65% de guérison. Donc, on traite bien cette maladie. C'est vrai qu'il n'y a pas de traitement spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une molécule antivirale spécifique dédiée au Covid-19. Mais il existe des traitements symptomatiques qui permettent aux malades de se rétablir et de recouvrer la santé. D'accord. Selon l'âge, on en parlera tout à l'heure, il y a des, on va dire, il y a des personnes à risque, notamment les personnes âgées. Oui, les personnes âgées sont à risque de décès. Les chiffres indiquent que chez ces personnes de plus de 80 ans, on a une mortalité d'environ 15%. D'accord. Alors, l'apparition du coronavirus a créé un climat de psychose dans de nombreux pays, de peur de contracter la maladie. Docteur Lille, sommes-nous face à la peur de l'épidémie ou à l'épidémie de la peur, finalement? Ah, c'est une très bonne question, parce que la peur, l'angoisse, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que, du coup, on ne sait pas. On ne sait pas et moins on sait et plus on a peur et donc ça devient vicieux. Et donc on peut rentrer dans le second schéma. Sinon, quand on regarde quasiment un peu partout, cette maladie crée pas mal de hantises. Tout simplement parce que, de par certaines caractéristiques, elle rappelle la mort avant la mort. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il faut le confiner, il faut le mettre en quarantaine, il faut l'isoler, vous voyez que ce sont pratiquement souvent les derniers signes. Quand les liens sociaux sont rompus, pour nous sociologues, parce que quand quelqu'un est malade, au contraire, le fait de l'entourer, la chaleur, les interactions sociales sont aussi pour beaucoup dans la guérison. Donc quand on arrive à un autre système où c'est une maladie qui rappelle peut-être la peste, quand on dit je ne suis pas un pestiféré, je ne suis pas isolé, vous voyez qu'à partir de ce moment, ça pose beaucoup d'angoisse. Voilà, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est, mais le réflexe déjà, c'est toujours d'isoler celui qui est supposé présenter des symptômes. Mais on a vu, lu un peu partout qu'il y a eu des ruptures de stock de certains produits.
dont on n'est même pas sûr de l'efficacité. Ça montre à quel point la psychose s'étend. Mais vous savez aussi aujourd'hui, le seuil de tolérance est devenu très bas. Pour rien, les gens s'inquiètent. Voyez-vous, les gens font beaucoup de chirurgie pour un bouton qui est mal placé, pour 1 kilo de trop. Donc c'est comme si au fur et à mesure, les gens ont tellement peur de mourir que n'importe quoi, entre guillemets, les angoisses. Sinon, les médecins donnent les taux de mortalité beaucoup plus élevés dans tout autre cas de figure. Mais peut-être que parce qu'on ne connaît pas, comme l'a dit le docteur, c'est nouveau. Et donc, peut-être que ça crée plus d'angoisse aussi. Selon la directrice du FMI, du Fonds monétaire international, c'est toute l'économie mondiale qui est aujourd'hui touchée. Et l'épidémie du coronavirus, bien finalement, aura un effet négatif sur la croissance en 2020. Alors, en plus d'un risque de crise sanitaire, doit-on craindre une crise économique? Messieurs. Oh, je pense qu'il faut redouter cela. C'est vrai que les économistes reviendront sur la question. Mais vous savez que le coronavirus n'est pas que toxique, n'est pas que virulent pour les poumons. Le coronavirus a aussi une toxicité économique. Vous avez déjà vu comment en Chine, ils ont réagi, les grands moyens qui ont été déployés. J'ai vu tout à l'heure dans la presse ce matin les milliards que l'Italie s'apprête à déployer pour venir à bout de cette maladie. Donc c'est une incidence économique énorme. Vous parlez en termes de coûts pour les États. Oui, de coûts pour les États, notamment. Oui, tout à fait, de coûts pour les États. Il y a aussi les pertes au niveau des relations commerciales. Bien sûr, quand tout est à l'arrêt, rien ne fonctionne, automatiquement, les activités s'arrêtant, naturellement, il y a dépérissement de l'économie. Je pense que c'est vraiment le dégât est plus de ce côté-là. Parce que je pense que toutes les grandes structures connues, les GAFA et autres, c'est autour de 88 milliards déjà d'euros de pertes. Voyez-vous, ça va très, très, très vite. Parce que chaque fois que les gens sont obligés, même en France, aujourd'hui, la grande question, le retrait par prudence, est-ce qu'il faut aller au travail quand on se sait, etc. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, dès que tout s'arrête, l'argent s'arrête de circuler, automatiquement l'économie en prend un grand coup. Ensuite, quand on regarde que la Chine, c'est 30% de l'économie mondiale, donc quand cette économie est à l'arrêt, le monde entier est à l'arrêt. Alors, que préconise l'OMS pour les États? Quel est le programme de surveillance mondiale face à une telle épidémie? L'OMS a une feuille de route très claire. Vous savez, bien avant le Covid-19, il y a eu d'autres maladies comme Ebola par le passé. Et la réponse à tous ces phénomènes de santé s'inscrit dans le cadre du règlement sanitaire international. Ce règlement dit qu'il faut faire en sorte que les maladies ne se propagent pas d'un pays à un autre. Malgré cette précaution qu'on prend, il faut aussi faire en sorte que le commerce ait lieu. Il ne faut pas créer d'entraves au mouvement de population. Donc les stratégies que les pays mettent en place tiennent compte de ce règlement sanitaire international. Et pour cela, il y a toute une série de capacités à développer, depuis la législation, la gouvernance, la surveillance et la prise en charge. Donc la feuille de route est très claire et c'est sur cette feuille de route que les pays s'allient. Vous avez le contrôle sanitaire aux frontières. Il faut faire en sorte que ça ne rentre pas. Si ça rentre, comment faire en sorte que ça ne se propage pas? Et si ça se propage, comment atténuer les effets de l'épidémie? Oui, mais il y a une feuille de route, mais comment expliquez-vous la disparité des propositions et des solutions proposées par les différents États? Des fois, c'est même quasi contradictoire. Quelle est l'efficacité de ce système? Mais c'est jugé, c'est lié surtout au phénomène de l'émergence de cette maladie. C'est une nouvelle maladie. Tout ce qui est émergent, tout ce qui est nouveau, il y a des zones d'incertitude. On n'en sait pas trop sur sa contagiosité, sa virulence, on n'en sait pas trop sur tous ces aspects épidémiologiques. Donc du coup, il y a un principe de précaution. Certaines interventions sont jugées excessives, d'autres vont juger que ces interventions ne sont pas à la hauteur. Et du coup, entre les deux, il faut trouver la juste mesure. Docteur Lin, est-ce que nos sociétés ou l'humanité est préparée, par exemple, dans un scénario aussi catastrophe, à la fermeture des frontières, l'interdiction aux gens de se déplacer? Est-ce que c'est tenable comme solution? Ce serait un grand paradoxe parce que, en même temps qu'on parle de mondialisation, parce que c'est aussi la mondialisation peut-être de l'économie, la globalisation des marchés, aujourd'hui, il va automatiquement entraîner la globalisation et la globalisation des maladies. J'ai pris le cas de la Chine pour bien montrer l'interdépendance. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a à fermer les frontières, ce serait par rapport à la Chine. Et comme c'est le poumon économique, dès que vous fermez les frontières, peut-être que ce n'est pas le coronavirus qui va vous emporter, mais vous allez partir d'autres choses beaucoup plus rapidement.
voyez-vous. Donc, c'est pas, en tant que tel, ce n'est pas tenable parce que ce serait qui se protège contre qui. Il a dit c'est des zones d'incertitude, on ne sait pas où on va, ce que c'est exactement, puisqu'il y a des cas de contagion même dans des pays où on suppose qu'il n'y a pas eu de contact direct avec quelqu'un venant d'un foyer, etc. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, pourquoi fermer et contre qui fermer et quelles sont toutes les incidences, comme on l'a dit, économiques, ça serait très, très, très difficile. Alors, sur le continent africain... La preuve, excusez-moi, ici, aujourd'hui, nous avons un paradoxe. Ce sont les Blancs maintenant qui nous amènent le corona, voyez-vous. On va parler du continent africain. Voilà. Ça dit que c'est eux qui ont toujours le réflexe de se fermer par rapport à nous. Ils pensent toujours que nous sommes plus porteurs de maladies qu'eux. Mais aujourd'hui, je crois que si vous prenez le cas du Sénégal, le cas du Nigeria et aujourd'hui le cas du Cameroun, c'est plutôt ceux qui viennent de là-bas qui, pour le moment, sont venus avec. Justement, restons sur le continent africain. L'Algérie est le pays le plus touché avec 5 cas, suivi du Sénégal et de l'Égypte qui ont 2 cas, du Nigeria, du Maroc et de la Tunisie avec 1 cas, et puis le nouveau cas camerounais. Alors l'Afrique comptabilise actuellement, on va dire, 13 cas de coronavirus, ce qui représente 0,01% du total des contaminations dans le monde. Docteur Koulibaly, y a-t-il une explication scientifique à ces données? Je dirais que... il faut tenir compte du modèle de propagation de cette épidémie. On est parti de Wuhan. C'est vrai que c'est lié au mouvement de population. Quand vous voyez comment l'Europe a été touchée, c'est à partir des cas importés de Chine. Et vous savez que nous sommes un peu plus loin de la Chine que l'Europe. Abidjan, Chine, c'est 20 heures de vol. Et Abidjan, Italie ou Paris, c'est 6 heures de vol. Donc l'épidémie se rapproche un peu plus maintenant de l'Afrique. Et quand vous regardez tous les cas importés en Afrique, c'est des cas européens. Ce n'est pas des cas en rapport avec les foyers chinois. Donc il faut s'attendre à ce qu'on déclare dans les semaines à venir des cas en Afrique. Mais c'est la capacité des pays africains à les détecter, à les circonscrire et à les endiguer qui est important. C'était ma prochaine question. En cas de pandémie ou d'épidémie, vous allez nous expliquer la nuance. Le continent africain est-il capable de faire face à un tel risque? Docteur Lille. Bien, si vous regardez un peu, la représentation de la maladie est culturelle. La manière dont le blanc surmédiatise, rentre dans transe, rentre dans tous ces états. Vous voyez qu'en Afrique, nous sommes quasiment tous à 37 degrés. Parce que notre rapport à la maladie, c'est de dire que c'est Dieu qui protège. D'ailleurs, hier, le groupe qui est arrivé de Chine au Nigeria, ça a été le témoignage d'une de celles qui est venue. Elle dit, j'ai trouvé un siège au milieu, c'était un Chinois qui était assis, je pensais que, mais Dieu merci, je suis arrivé au Nigeria, on m'a diagnostiqué négative. Donc c'est aussi le rapport à la maladie. C'est vrai, vous l'avez dit, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui parlent de chaleur, il y en a qui parlent de déjà ce que nous consommons pour combattre le palu, il y en a qui disent que c'est dans notre sang, bref, ce n'est pas scientifique en tant que tel, mais il y a des choses qui s'avancent. Mais il y a aussi notre rapport même aussi à la maladie. Quand vous voyez l'occidental, son rapport à la maladie traduit son rapport à la mort. Quand l'occidental meurt, c'est fini. Dans la cosmogonie occidentale, la mort, c'est la fin. Alors qu'en Afrique, c'est une société qu'on appelle vitaliste. Quand on meurt, on rejoint les ancêtres et on revient. Du coup, notre relation à la mort est une relation beaucoup plus dédramatisée. Alors que l'Européen, quand il est malade, c'est comme s'il voit la mort venir. Et donc, il a une réaction beaucoup plus de transe par rapport à la maladie. Alors maintenant, en termes logistiques, l'Afrique est-elle en capacité d'affronter cette épidémie si elle s'avérait? Il faut que l'Afrique soit capable d'y faire face. Parce que dans tous les cas, il n'y aura pas un autre agenda. Si le phénomène advient dans notre continent, dans nos pays respectifs, il faut pouvoir y faire face. Les stratégies sont bien connues et codifiées, c'est très clair. Il faut pouvoir, détecter précocement, c'est le point de la lutte. Il faut détecter précocement. Si vous mettez du temps à détecter, la maladie a le temps de se propager dans la communauté. Et dans ce cas, vous rencontrez automatiquement l'épidémie. Donc, c'est des systèmes de détection, des systèmes de surveillance assez performants, efficaces. Oui, mais comment peuvent-ils être efficaces puisque les symptômes sont si différents? Il ne suffit pas de... Certains ont de la fièvre, d'autres n'en ont pas, certains toussent, d'autres non. Donc, comment... Ah oui, on a une méthodologie assez spécifique pour le faire. Il y a ce qu'on appelle une définition de cas. On considérera au début que ceux qui vont présenter des signes évocateurs de cette maladie, qui ont séjourné dans des localités affectées, doivent faire l'objet d'un prélèvement. C'est ça, on ne peut pas savoir sans prélèvement au laboratoire, sans analyse au laboratoire. Heureusement que
on a, par exemple, en Côte d'Ivoire, un laboratoire qui est capable de confirmer. Mais ce n'est pas tous les pays en Afrique qui ont des laboratoires capables de confirmer. C'est le premier défi à relever. Il faut que les pays disposent de laboratoires compétents, capables de pouvoir faire le diagnostic. Et ça, c'est fondamental. Tout part de là. Deuxième chose, dans la lutte, vous savez, vous l'avez dit, il n'y a pas de vaccin. Et s'il n'y a pas de vaccin, le moyen important de la lutte, c'est les contacts des malades. Il faut pouvoir suivre les contacts du malade. Un malade peut générer 10 à 15 contacts. Donc, si vous ne les suivez pas, vous ne saurez pas à quel moment ils vont développer la maladie. Dès lors qu'ils développent la maladie, vous les prenez, vous les mettez en isolement et comme ça, vous arrivez à rompre la chaîne de transmission. Donc, c'est des schémas très, très bien codifiés qu'il faut appliquer. Donc, je crois que les pays africains le savent, le connaissent et il faut s'engager dans des capacités assez fortes pour pouvoir y mettre un terme. Alors, je voudrais qu'aussi on parle de la réalité des États. Chaque État est confronté maintenant donc, au coronavirus et doit relever de multiples défis, notamment d'ordre logistique. À vous écouter, est-ce que les pouvoirs publics pourront assumer leurs responsabilités et rendre des comptes en cas de mauvaise gestion de cette épidémie? Bien. Comparaison n'est pas raison. Vous voyez déjà en France, entre les médias, entre les médecins, entre l'État et les politiques, c'est très compliqué. Parce que vous parlez de responsabilité. Parce qu'en gros, la responsabilité pèse sur les médecins parce que c'est les scientifiques. On suppose que c'est eux qui ont la vérité. Ensuite, la responsabilité pèse sur l'État pour mettre des endroits à disposition, pour prendre des réglementations. Vous voyez, ils ont dit on passe du stade 1 au stade 2, au stade 3. Voyez-vous, donc c'est tout ça qui est compliqué. Et tout ça est fait de concert en même temps. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'avec beaucoup de concertation, mais parce que c'est extrêmement incertain, tout en faisant l'effort de travailler sur le civisme des populations, comme il a dit, dès les premiers signes, voir comment est-ce que tout de suite, on peut soit se mettre en quarantaine, soit se signaler, etc. Donc, je pense que ce sera quelque chose d'holistique, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui s'y mettra. Sinon, ça va être très difficile. Parce qu'aujourd'hui, même la médecine n'appartient plus tellement aux médecins. Vous avez vu que sur ce coronavirus, chacun se crée sa vérité où il veut, comme il veut. Les médecins eux-mêmes déjà sont prudents en avançant. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux, dans les médias et les politiques, vous voyez qu'ils sont très en avance sur pas mal de choses. Mais justement, les États, vous expliquez, il faut des moyens logistiques, financiers. Mais on a aussi l'impression, dans le domaine de la santé, qu'il y a une communication qui nous impose de la visibilité. Je m'explique. Lorsqu'on veut dire qu'on s'occupe de la santé d'une population, on construit des hôpitaux, dont parfois on ne sait même pas l'efficacité ni la pertinence. Pour ce virus, on nous dit de mettre des masques. En fait, ce sont des choses visibles. Est-ce que ce n'est pas plus de la communication que de l'efficacité médicale, là? Ah non, ce n'est pas plus de la communication que de l'efficacité médicale. Il faut des mesures de prévention. Il y a plusieurs étapes dans la maladie. La première des choses, c'est de prévenir, faire en sorte qu'on ne soit pas affecté. On dispose de quoi comme moyen? Mesures d'hygiène respiratoire, tousser dans un mouchoir, se laver régulièrement les mains, éviter les contacts avec des personnes rapprochées. Ça, c'est des mesures simples qu'on préconise. Mais en même temps, le malade, vous le mettez où si vous n'avez pas un hôpital? Si vous le laissez, il va contaminer les autres. Donc, il faut le mettre dans un hôpital. Le personnel de santé qui va s'occuper de lui, il faut le protéger. Vous avez vu en Chine, les chiffres sont élevés pour le personnel de santé qui a été infecté. Donc, il faut qu'il se protège, qu'il porte des masques. C'est des masques qui sont testés. Il y a des types spécifiques de masques qu'il faut mettre pour ne pas, avec des filtres pour ne pas que le praticien s'infecte. Donc, c'est des mesures qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il faut pouvoir les recommander aux populations. Et vous avez dit un élément qui est fondamental, c'est l'adhésion de la population à toutes ces mesures. Je crois que le sociologue est là. S'il n'y a pas d'engagement communautaire, si la communauté ne suit pas toutes ces mesures que nous, techniciens, nous leur proposons, l'efficacité, effectivement, va prendre un coup et la lutte ne va pas marcher. Mais justement, il y a un levier, c'est-à-dire que les personnels de la santé publique et des professionnels, il y a ce levier de la peur qui est un indicateur. Soit les gens ont trop peur et ça crée un mouvement de panique, soit ils n'ont pas suffisamment et donc ils ne considèrent pas toutes les préventions qu'on va mettre en place. Comment avoir le bon dosage pour éviter le chaos et en même temps que les gens s'en inquiètent? C'est la prise de conscience que chacun doit déjà surveiller sa propre vie. Voilà, puisque on dit dans le doute, abstiens-toi.
Nous ne savons pas. On a des sachants qui sont les médecins. On a des sachants qui sont des scientifiques. Mais dans le doute, on croit. C'est vrai qu'il ne faut pas trop en faire au risque de paniquer pour rien et de créer autre chose. Mais le minimum, c'est d'écouter et d'appliquer et de pratiquer. Voyez-vous, c'est ça le niveau de compréhension des populations, à savoir que tout est une affaire de spécialistes. Comme on l'a dit, la maladie elle est nouvelle dans sa forme, mais je veux dire qu'elle fait partie d'une famille. Donc ça veut dire qu'eux, déjà en amont, depuis des années, ils ont pas mal de choses en connaissance, même si ce n'est pas en certitude. Donc à partir de là, la population, c'est de se protéger, le réflexe de se protéger en ayant les bonnes pratiques. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si vous prenez le cas de l'Afrique, si on revient, on a commencé à diaboliser les chauves-souris et les pangolins. Bon, aujourd'hui, on n'en entend plus parler parce que le pangolin a été dédouané. La chauve-souris, bon, son cas n'a pas encore été correctement traité. Mais je veux dire que si on se focalise rien que sur des petites symboliques comme ça va être compliqué. Mais comme il a dit, prévention pour prévention, on peut s'inscrire tout à fait tous déjà dans cette démarche-là. Alors, certains pays ont décidé de suspendre des manifestations sportives ou de grands événements, avec des rassemblements de foule, dont le CEO Forum, on va dire, en Côte d'Ivoire pour Jeune Afrique. C'est une solution qui semble généralisable, mettre fin à tous ces rassemblements de foule. Est-ce viable? Quand la situation est complexe, il faut des mesures exceptionnelles. Il faut faire la nuance entre ce qui est du domaine de la routine et ce qui est exceptionnel. C'est des mesures qui ne vont pas durer longtemps. Vous êtes obligé de prendre des mesures énergiques, rigoureuses pour mettre un terme à l'événement et après, vous revenez à votre situation normale. La maladie se propage dans des environnements qui sont bien connus. Donc, si vous laissez quelqu'un tout de suite dans cette salle, où il y a 5 000, 6 000 personnes, qu'il y a 10 malades, il peut en contaminer un peu plusieurs. Donc, c'est des mesures de précaution. Et il faut que, voilà pourquoi je dis, il faut que la population adhère. J'ai écouté certaines personnes parler de panique virale. Parce qu'on a arrêté certains grands rassemblements, on interdit certains regroupements. C'est vrai que c'est une incidence économique considérable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'obligation de protéger votre santé, de protéger la santé des populations. C'est des mesures rigoureuses, mais qui tiennent compte dans un intervalle de temps très court. Sur ce plan, on accuse beaucoup la presse, parce qu'en même temps, ils disent on interdit des théâtres où il y a 200, 300 personnes, et après on laisse des matchs de foot où il y a des milliers de personnes. Aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir si PSG et Dortmund vont... Donc c'est une grande incidence économique, c'est le business qui parle. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'à la fin, tout le monde produit sa vérité et on veut laisser la responsabilité aux praticiens. Parce que quand on met la pression, la presse, les sponsors et tout ça, c'est disent on ne peut pas annuler tel ou tel événement parce que tout s'arrête, c'est l'économie, la RATP perd, etc., etc. En même temps, on nous dit, est-ce qu'ils nous ont dit tout, est-ce qu'ils nous ont... Voyez-vous? Donc il y a beaucoup de contradictions à ce niveau. Pour rebondir sur ce que vous dites, ce sera la dernière question de l'émission, peut-on faire confiance aux États et aux chiffres annoncés? On sait que la Chine, sans vouloir la stigmatiser, n'avait pas intérêt à dévoiler tout de suite les premiers cas pour ne pas être justement stigmatisé et avoir un impact économique. Est-ce qu'on peut se fier, a fortiori à nos États africains, vont-ils avoir un langage de vérité? Peut-on leur faire confiance? Il faut qu'on fasse confiance à ces États-là. Ça s'impose, puisque c'est eux qui vont mettre en place les mesures et vont demander aux populations d'adhérer à ces mesures. S'il y a une crise de confiance, d'abord, l'État a pour mission de rassurer sa population. Voilà pourquoi il faut la transparence. Il n'y a pas lieu de cacher des malades, ce n'est pas une tradition de cacher des épidémies. Il faut déclarer les chiffres correctement et demander à la population, mettre la population face à ces réalités. Et du coup, elle va adhérer. Mais s'il y a une crise de confiance entre population et gouvernants, c'est sûr que ça ne marchera pas. Je pense qu'il y a un cas qui peut faire école, c'est chez Kagame au Rwanda, où quelqu'un devait déclarer quel était le potentiel pour faire face au coronavirus. Et le responsable en question a cru bien faire et a déclaré 3500 possibilités. Et quand Kagame a fait sa contre-expertise, c'était 95 cas. Et il a licencié la dame. Voyez-vous? Voilà, je pense que ce n'est pas facile de toujours dire la vérité à sa population parce qu'il faut la rassurer avant tout. Mais peut-être que devant ces situations-là, prendre le taureau par les cornes exactement comme les choses se passent serait la meilleure solution. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci pour tous vos éléments de réponse. On se quitte sur cette citation.
La santé est de tous les trésors le plus précieux et le plus mal gardé, selon Joseph Sanyal Dubé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end, en bonne santé bien évidemment, et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.